Salut à tous, bienvenue sur l'arène MMA. Aujourd'hui, on va débriefer à froid ce qui s'est passé entre Baki et Doumbé. Après le débrief à chaud qu'on avait fait en live, vous étiez plus de 3000 sur le live. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont découvert à ce moment-là. Donc là, on va parler de ça. On va parler aussi en général du PFL et de 2-3 autres combats. En tout cas, ce soir, on a eu énormément de réponses. Alors déjà, le combat Doumbé-Baki. Un petit point sur les performances sportives. On va y aller round par round. Premier round, Baki met 4 fois au sol Cédric Doumbé. Domination totale de Baki. Très beau relèvement de Cédric Doumbé. On a eu des réponses là de la part de Cédric Doumbé à quel point il allait être à l'aise au sol, sur le dos. Il a réussi à bien se relever. Maintenant, Baki, on savait que sa faiblesse, c'est qu'une fois ses amenées au sol faites, il avait du mal à maintenir le combattant au sol. Donc ça a été le cas aussi avec Cédric Doumbé. Donc de ce côté-là, c'est bien. On a eu des réponses de la part de Doumbé en termes de grappling. Donc on a vu une grosse différence quand même entre Baki et Doumbé en grappling. Baki, notamment en lutte, avait plutôt de l'aisance à mettre Cédric Doumbé au sol. Mais une fois au sol, Doumbé avait un bon jeu finalement sur le dos, ou du moins suffisant pour se relever face à Baki, qui était quand même impressionnant physiquement. Donc le premier round va largement un 10 à 9 pour Baki. Le deuxième round, alors celui-là il était très intéressant aussi, mais dans l'autre sens, moi je vois une victoire de ce round-là de Cédric Doumbé, dans la mesure où il a tout simplement fait plus de dégâts, et c'est ça qui compte, les dégâts à Baki, que vice-versa, avec des très bons jabs, un très bon timing. On sentait que Cédric Doumbé s'était adapté par rapport au premier round contre Baki, et que ce second round, il commençait à prendre la mesure du combat, le rythme du combat, et notamment le timing de Baki. Et on a notamment vu un moment Baki tenter un takedown, et boum, se prendre un jab au moment du takedown, et un peu trébucher en arrière. Donc ça montre vraiment que Doumbé s'était adapté au jeu de Baki. Mais Baki n'a pas non plus été ridicule dans ce round-là, même s'il a pris plus de coups significatifs, il essayait quand même d'en remiser. Et en termes de striking, bon, c'est sûr que Baki est en dessous de Doumbé, qui est cette fois champion du monde du Glory, mais très bon déplacement de Baki. Doumbé essayait de le cadrer, donc certains vont dire oui, qu'il fuyait, mais c'est du déplacement. Ça fait la marque des grands combattants. Bon, je dis pas encore que Baki est un grand combattant. On a vu son niveau ce soir. Il a un très bon niveau, Baki, pour 22 ans. On a vu le niveau de Doumbé, qui a un très bon niveau en MMA aussi, par rapport au questionnement qu'on pouvait avoir sur ses capacités en MMA, dans la mesure où on connaissait déjà ses capacités en kickboxing. Donc, beaucoup de réponses ce soir. Le deuxième round, donc pour moi, il va à Doumbé. Et donc le troisième round, ça allait être la cerise sur le gâteau de ce combat qui, honnêtement, commençait très bien. On allait voir qui allait prendre l'ascendant, comment Baki allait sortir dans ce troisième round, comment Doumbé allait sortir dans ce troisième round. On l'avait rarement vu faire un 3 rounds en MMA. Donc on allait avoir d'autres réponses, d'autres éléments de réponse pour pouvoir juger au mieux Baki et Cédric Doumbé. Donc les deux, c'était clairement le combat le plus difficile, entre guillemets, de leur carrière à ce moment-là. Donc c'était vraiment un bon moment pour les juger. Et là, le dernier round arrive. Et là, écharpe dans le pied. Cédric Doumbé fait signe à l'arbitre. L'arbitre dit non, on continue. Parce que dans les règles officielles, un combattant ne peut décider de mettre à pause un combat. Ce serait beaucoup trop facile. Oh, j'ai eu un doigt de l'œil. Oh, j'ai eu une écharpe dans le pied. Oh, j'ai un truc ici, viens, on vérifie. Ce serait trop facile pour un combattant de mettre à pause, par exemple, une fois qu'il se prend un knockdown ou quand il est un petit peu fatigué pour reprendre du souffle. Donc, Marc Godard, logiquement, ne voit pas de problème avec le pied. Et si problème il y avait vraiment, à savoir une fracture du pied ou autre, et ben dans ce cas, ça veut dire que tu veux arrêter le combat. Et donc, ça veut dire qu'on arrête le combat. Mais là, Marc Godard, il dit non, on continue. Bon. Premier avertissement donc de Marc Godard, l'arbitre, un habitué de l'UFC et du PFL. Le combat continue. 10 secondes après, Doumbé, il reste immobile. Et pour le coup, pour la défense de Doumbé, moi je suis ni pro Baki ni pro Doumbé, c'est capital de le savoir. On a le droit d'avoir un avis objectif, hein. C'est autorisé. Donc là, pour le coup, Doumbé, c'est Baki qui dit, bah là, comment ça, il se passe quelque chose? Donc là, Doumbé, il dit, ouais, il se passe quelque chose, j'ai mal, j'ai un truc dans le pied, ça me gêne.
Là, Baki, il fait un signe à l'arbitre, mais il a pas tort non plus, Baki, de faire signe à l'arbitre, dans le sens où si Cédric Doumbé ne veut pas se battre, le combat doit être arrêté. Un combattant qui ne veut plus se battre, le combat s'arrête. Ça s'est passé là, la semaine dernière au main event Rosenstruck contre Gaziev. Gaziev, il veut plus combattre. Son coin veut. L'arbitre, il dit attends, je veux savoir exactement ce qui s'est dit entre les deux rounds. Si Gaziev ne veut plus combattre, on arrête le combat parce que l'arbitre protège le combattant. Un combattant qui ne veut pas combattre, on arrête le combat. Donc là, il voit que ça parle encore. Et là, ils disent juste allez, c'est bon, c'est mort, il y a trop de blabla. Doumbé, je sais pas t'as quoi à ton pied. Peu importe ce que t'as, tu veux pas combattre, fin du combat, t'es KO. C'est pas une situation inédite, dans le sens où oui, une écharpe dans le pied, c'est inédit. Mais un combattant qui veut faire une pause en parlant à l'arbitre et que l'arbitre dit non, c'est monnaie courante dans le MMA. Ça peut être par exemple parce que tu te prends un coup dans l'œil et tu veux dire non, j'ai mal à l'œil, il m'a mis un doigt dans l'œil. Ce qui est arrivé notamment d'Eric Lewis contre Cyril Gane. Il a voulu simuler, faire comme s'il avait un doigt dans l'œil, donc il a dit à l'arbitre fais une pause. Non, c'est l'arbitre qui décide quand il y a une pause. Selon ce que l'arbitre observe, le rôle de l'arbitre dans la cage est déterminant. Donc, c'est pas à Doumbé, même si vraiment il a une écharpe dans le pied, de décider de mettre à pause le combat. Et donc, il aurait dû, après le premier avertissement, selon moi, juste reprendre le combat et continuer. En plus, il l'a dit, Doumbé, par la suite, que Marc Goddard, il sait que Marc Goddard, il fait ce genre de choses. Donc, raison de plus, si tu savais, de continuer. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passait dans ce troisième round ? Certains disent que ça allait plus dans le sens de Baki, d'autres de Doumbé. Franchement, Doumbé aurait pu gagner ce combat. S'il y avait vraiment un 1 dans les juges, au niveau des scorecards des juges, Doumbé aurait pu... Il y avait quelque chose à faire de son côté. Un coup qui passait, c'était fini. Baki aurait pu gagner. Selon moi, Baki, un takedown, il maintient Doumbé au sol le plus longtemps possible, il met des coups entre-temps. Il gagne, il le tient debout, il met des coups entre-temps. Il gagne, les deux pouvaient encore gagner. Donc c'est pour ça que c'est super frustrant à ce niveau-là, parce que, ok, Baki a gagné et il mérite 100% sa victoire. C'est dans les règles, c'est le MMA. Baki a gagné et ça, c'est incontestable. Mais malheureusement, il n'a pas gagné sur un fait de combat offensif de sa part. La blessure est due à un fait externe. Et encore une fois, ça, cet argument-là, je l'ai entendu. Oui, parce que c'est un fait externe, c'est pas dû au combat directement. Le combat ne devrait pas être arrêté. Mais ça, c'est pas un argument qui est valable, malheureusement. Et c'est pas tant un fait externe, parce qu'au final, l'écharpe, elle était dans la cage. Quand des fois, ça glisse dans la cage, le combattant, il glisse, le combat, il continue. Bon, donc à ce niveau-là, c'est un argument qui moi, ne me convient pas. Donc, voilà. Donc l'arbitre, aussi, j'ai entendu que l'arbitre aurait dû demander au médecin d'intervenir. L'arbitre, s'il demande au médecin d'intervenir, s'il fait une pause, l'arbitre, pour demander au médecin d'intervenir, c'est pour demander au médecin si le combattant est en danger s'il continue, si un de ses organes est en danger. Par exemple, des fois, on voit qu'il y a des coupures à l'œil. Si la coupure, ça peut être très grave. Une coupure à l'œil, ça peut endommager l'œil à vie. L'arbitre doit protéger les combattants de ce genre de choses. Donc là, l'arbitre peut dire attends, stop, il y a une grosse coupure à l'œil, ou alors une grosse ouverture ici qui peut s'infecter, qui peut être dangereuse pour la suite, ou toute blessure de ce genre. Mais souvent, c'est au visage, et c'est souvent à l'œil, pour des blessures à l'œil que l'arbitre demande au médecin d'intervenir. Bon, bah à ce moment-là, l'arbitre, il demande au médecin d'intervenir pour vérifier que le combattant, l'organe ou la vie du combattant n'est pas en danger à court ou moyen terme. Et là, l'arbitre donne son verdict et le médecin donne son verdict et l'arbitre décide si le combat continue ou non. Donc souvent, c'est le médecin finalement qui décide si le combat continue ou non, mais il n'a pas cette autorité-là. Le médecin a la seule autorité de dire à l'arbitre, voilà, pour moi c'est dangereux, pour moi c'est pas dangereux. Donc voilà pourquoi il n'a pas appelé le médecin. Doumbé est sur ses deux pieds. S'il avait un pied cassé, le combat il aurait dû s'arrêter anyway. Donc il a juste dit continue, si tu peux continuer, continue. Et il n'a pas continué. Donc voilà pour les petits points sur le règlement. Après, sportivement parlant, c'était un super combat. Un gros respect aux deux combattants. Les deux sont arrivés prêts. Les deux se sont respectés dans la cage après le combat. Donc, gros show, et c'est très dommage que ça finisse comme ça. Mais bon, gros show quand même et grosse performance des deux combattants. J'avais noté l'exemple de Jones. Tout de suite, moi, j'ai pensé à l'exemple de John Jones. Bon, là, tout le monde en parle, mais il y a cette photo qui circule beaucoup du pied de John Jones contre Chael Sonnen.
C'était pour le titre. Et John Jones avait même caché ça à l'arbitre, vous voyez. Donc, son gros orteil se détachait carrément de son pied. Bon, pas à ce point-là, il pendouillait pas, mais il y avait une sale coupure. Donc, mais on peut pas non plus en vouloir à Doumbé. Il y en a qui ont dit, ouais, Doumbé, il fait la chochotte ou je sais pas quoi. Bah, il a le droit d'avoir un truc qui le gêne et de le dire. Moi, là où je trouve qu'il a fait une erreur, Doumbé, c'est de le redire, même si de ne pas reprendre le combat vraiment alors que l'arbitre lui a demandé. De rester sur place et de rien faire. Ce qui a poussé Baki à faire son signe, bah alors tu fais rien. Bah non, je fais rien, j'ai un truc, nanana, qui a mené à ce malheureux arrêt. Mais bon, ça fait l'histoire. Là, il y aura pas de... Impossible, selon moi, que la commission revienne sur cette décision. Également, au sol, on peut dire que le fait qu'il n'y ait pas eu les coups d'autorisé, ça a avantagé Cédric Doumbé dans la mesure où quand Baki au premier round avait le top position, c'était propice probablement à mettre des coups de coude. Passons maintenant, est-ce qu'on a fait le tour pour Baki Doumbé? Franchement, on pourrait en parler longtemps, mais là j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Donc on a parlé de la lutte, Doumbé en lutte, il s'est fait surpasser. Bien que au deuxième round, il a arrêté des beaux takedowns, il a fait deux arrêts de takedown. Doumbé au sol sur le dos, c'était bien. C'était bien. Franchement, il nous a montré qu'il avait bien bossé avec ses coachs. Baki debout, il a bien résisté. Parce que Doumbé debout, c'est masterclass. Non, franchement, belle performance totalement des deux combattants. On enchaîne avec une revanche. Est-ce qu'il faut une revanche? Moi, selon moi, pas de revanche. On a vu ce qu'on avait à voir. Il manquait 3/4 d'un round. On n'a pas vu 3/4 du dernier round. Bon, on a quand même vu 2 rounds au complet. Baki, il a une victoire. Moi, je vois vraiment pas pourquoi Baki accepterait une revanche. L'histoire ne se souviendra que du fait qu'il a gagné. Doumbé, est-ce qu'une revanche, ce serait bon s'il la gagne, à condition qu'il la gagne? Mais je pense que Doumbé peut aussi repartir contre un gros adversaire parce qu'il a un gros nom. Il nous a dit, Doumbé, que le but c'était de battre Baki après Jason Jackson. Qu'on s'entende bien sur Jason Jackson. C'est vraiment pas le même niveau. Là, on a vu le niveau de Baki et Doumbé ce soir. Et les deux sont des bons combattants de MMA. Franchement, les deux sont peut-être même sortis mieux que ce qu'on attendait. Mais face à un Jason Jackson, Jason Jackson, là, c'est du top, 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 top. Hein. Il s'entraîne à Kill Cliff. Nous, on connaît des gens qui s'entraînent à Kill Cliff. Jason Jackson, c'est du très, très haut niveau. Donc, attention, c'est pas le même niveau que Doumbé et Baki, Jason Jackson. Donc, et c'est vraiment pas pour manquer de respect à personne que je dis ça. C'est de manière totalement objective. Donc, que Doumbé nous dise que s'il battait Baki, il allait se battre contre Jason Jackson, mieux vaut pas qu'il aille se battre contre Jason Jackson et qu'il se batte contre quelqu'un d'autre, je pense. Après, tout est possible, ça reste du MMA. Peut-être que Doumbé aura sorti un gros coup, il aura mis KO Jason Jackson. Mais honnêtement, je vois pas comment ça aurait pu arriver, vu le niveau de Jason Jackson. Mais encore une fois, c'est du MMA, tout est possible. Mais bref, il n'y aura pas ce combat, je pense. Un point sur le public. Moi, j'ai trouvé le public vraiment pas bon. Pas bon. Voilà, le public français n'a pas fait honneur à la France ce soir, a hué les combattants, a hué Doumbé après l'avoir applaudi. Donc, retournement de veste radical. Ils ont hué aussi sur le combat de Mané quand il y avait trop de phases, selon eux, je pense, de grappling. Mais c'est du MMA. Donc, franchement, j'ai pas trouvé le public super. Pareil au niveau des insultes. Je pense pas que ça fait honneur à notre beau sport qu'est le MMA. Voilà pour le public. Abdouragimov contre Jake Grant. Très beau combat. Le co-main event. Fallait que le co-main event ce soit un beau combat. C'était un beau combat. Maintenant, Abdul, on l'attendait pas aussi bien debout, bien qu'il n'a pas excellé non plus debout, et qu'au contraire, hein, debout, il y a selon moi, Abdul, il y a des grosses lacunes et il va vite se faire rattraper par cette catégorie. Je ne sais pas dans quelle catégorie il va concourir, sûrement les 155. Mais selon moi, il faut vraiment qu'il travaille, hein, Abdul, parce que même en lutte, selon moi, il y a des lacunes. Souvenez-vous, il est fort au sol, il est très fort au sol. Souvenez-vous, à un moment, il avait call out, et on s'était même parlé à ce moment-là, Abdul et moi.
Abdul, qui est quelqu'un de très respectueux, malgré ce qu'il avait dit sur Olivier Aubin-Mercier. Il avait sous-entendu qu'il avait le chimiste du Bayern. Donc, il a sous-entendu qu'Olivier Aubin-Mercier se dopait. Peut-être pour avoir un combat contre Olivier Aubin-Mercier. Je vous promets que Aubin-Mercier contre Abdul, ce serait une boucherie. Abdul, avec le niveau qu'il montre en ce moment, il n'est pas complet. Il n'est pas assez complet pour aller défier un Olivier Aubin-Mercier qui est ultra complet, double champion de la catégorie 155. Attention Abdul. J'ai peur qu'on voit ses limites. On les voit, ses limites, mais j'ai peur que ses limites ne le rattrapent dans un combat très bientôt au PFL. Mais il a tellement un bon sol qu'il pourra combler. S'il est intelligent, il pourra combler, mais ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. J'ai beaucoup de doutes. On verra. Alors, le moment what the fuck, c'est Mickaël Grogu. On va pas l'enfoncer plus que le pauvre ne doit l'être déjà. Tous les médias, tout le monde est sur son cas. Pourquoi Je pense que quand il y a des situations comme ça, il faut plus se questionner sur l'état mental du combattant et l'aider en fait. Et l'aider tout simplement plutôt que lui tomber dessus, dire ouais, qu'est-ce que c'est, nanana, qu'est-ce qui se passe. C'est triste pour moi. C'est vraiment triste ce qui s'est passé. Donc j'ai aucune envie de faire aucun reproche à Mickaël Grogu. Je pense que il se les fait tout seul déjà les reproches et les prochains jours avec les réseaux et notamment le public français sur les réseaux qui est sans pitié, il va en prendre pour son grade. Donc force à Mickaël Grogu. Une défaite, c'est rien. Hein. Tous les combattants perdent un jour. 95%, voire 99%. C'est sûr qu'il y a... en fait, on a l'impression qu'il avait juste pas envie d'être là et qu'il s'est dit allez, vas-y, mets-moi le KO et je m'en vais. Et fin. Donc, force à lui. J'espère que tout va bien pour lui. Qu'il n'y a pas de problème extra-sportif trop lourd. Et petit message, hein, si... Faut toujours en parler quand ça va pas, quand il y a des choses qui vont pas. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors après, je dis ça se trouve vraiment, il a voulu être nonchalant, mais je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Petit point sur Patrick Abirora qu'on a interviewé lorsqu'il est venu à Montréal. Gros combat de Patrick Abirora qui a largement gagné. 29-28 ou 30-27, ça me choque pas. Il a fait plus de dégâts. Et comme je l'expliquais dans le live à chaud, c'est le moment de le rappeler, l'impact, donc les dégâts mis, sont le seul et unique critère à prendre en compte dans l'attribution d'un round. Si on a une égalité parfaite, là on va commencer à avoir d'autres aspects, comme les takedowns, le temps de contrôle notamment, mais c'est l'impact et le dégât, le seul et unique point à prendre en compte. Et si là on est égalité, on va voir les autres. Donc l'impact et le dégât, c'est les coups significatifs, les coups puissants, même les petits coups, mais c'est sûr qu'un petit coup, 15 petits coups ne valent pas un gros coup qui entraîne à un knockdown. Une tentative de soumission, c'est impactant, parce que par exemple, tu vas faire mal à l'adversaire, donc ça va impacter. Un takedown, c'est pas impactant, du contrôle contre la cage, c'est pas impactant. Donc ça ne compte pas dans les points, en tout cas dans les nouvelles règles depuis 2017, si je me trompe pas. Donc, Patrick Abirora, 22 ans, champion du monde amateur, et maintenant 2-0 en professionnel. Maintenant, j'aimerais parler du PFL. C'est quoi cette organisation ? Franchement, c'est décevant. La traductrice, elle traduisait mal. L'animatrice, elle disait Baki et demandait au public de dire t'es mort. Mais on est où là ? On est où ? On est à la kermesse, on est dans la cour du collège et il va y avoir une bagarre, ou on est dans la deuxième plus grande organisation de MMA du monde qui vient d'acquérir le Bellator. C'est impensable qu'une animatrice fasse ça. C'est pas professionnel, c'est pas sportif. Le MMA, c'est les arts martiaux mixtes. L'art martial, ça, c'est pas seulement du combat, c'est aussi des valeurs qui sont dégagées par ce sport. Et donc là, on était à l'inverse. On était à l'antithèse des valeurs qui sont censées être promues par les arts martiaux mixtes, avec cette prise de parti et cette moquerie d'un combattant par l'organisation avant le combat. Non, vraiment, rendez-vous compte. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Mais dans n'importe quelle organisation, hein, je couvre pas mal d'organisations dites mineures qui ne sont pas l'UFC ou le PFL ou le Bellator ou le KSW ou le ONE. J'ai jamais vu ça nulle part. Hein. Moi, je suis beaucoup à Samouraï MMA. Honnêtement, Samouraï MMA,
C'était mieux organisé que l'événement PFL Paris. Enfin, les chaises, moi j'ai eu des échos de gens qui étaient, même dans les sections VIP, c'était des chaises en plastique. Bon, ça encore, c'est pas catastrophique, mais franchement, l'animatrice, la traduction et même la conférence de presse. On aurait pu avoir une conférence de presse légendaire. Regardez les conférences de presse de l'UFC. Là, je viens de mettre en ligne la conférence de presse que j'ai traduite de l'UFC 299. Regardez ça. Mais c'est le jour et la nuit. Donc le PFL n'arrive pas à l'orteil. Même au niveau où il y avait l'épine, le PFL n'arrive pas à là de l'UFC, qui a fait sa meilleure année, 1,3 milliard de revenus. J'ai fait un podcast qui décrit également d'où viennent exactement ces 1,3 milliard de revenus et pourquoi l'UFC réalise encore une fois sa meilleure année et ne fait que augmenter et exploser. Bon bah là, c'est pas avec ça que le PFL honnêtement va rattraper l'UFC. Grosse déception du PFL en toute honnêteté. Dire qu'à un moment il y en a qui ont dit que l'UFC allait être remis en cause, franchement c'est faux. Et même le Bellator, qui n'a pas le même staff que le PFL, c'est bien mieux organisé que le PFL. Là, ce qui s'est passé au PFL, c'était très moyen. Moi, j'ai déjà assisté à l'événement, comme vous voyez, du PFL champion. C'était bien organisé, mais il y a des coquilles. Il y a des coquilles. Mais bon, pas autant que le PFL Europe, là, qui a eu lieu, avec la dame qui dit « Baki, t'es mort avant le combat », ou la traductrice qui traduit n'importe comment du français vers l'anglais. Enfin, bref. Tout ça pour dire que c'était quand même une bonne soirée divertissante. Et de toute façon, cette soirée, c'était la soirée de Cédric Doumbé. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Abonnez-vous, likez, ça nous aide beaucoup. Ciao l'équipe.